Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose de fascinant en français, les temps et les modes des verbes. On a souvent l'impression qu'un temps, ça sert juste à dire si ça se passe dans le passé, le présent ou le futur. Mais en fait c'est beaucoup plus riche que ça. Chaque temps, chaque mode porte en lui une intention, une perspective. C'est ce qu'on appelle ses valeurs, et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Prenez cette phrase par exemple, on est clairement dans une histoire au passé. La nuit était sombre, un cri déchira. Imparfait, passé simple, tout va bien. Et là, bim, soudain, la porte s'ouvre, du présent qui débarque en plein milieu d'un récit au passé. Bizarre, non? C'est la grande question. Pourquoi faire ça? On pourrait penser que c'est une faute, mais pas du tout. C'est un choix, un vrai effet de style. Et c'est justement ce genre de petite anomalie qui nous donne la clé pour comprendre la langue française à un niveau bien plus profond. Pour résoudre ce petit mystère, il faut mettre la main sur un concept absolument essentiel, qui se cache derrière chaque verbe qu'on conjugue. Et non, ce n'est pas une nouvelle règle de grammaire super compliquée, c'est plutôt une nouvelle façon de regarder le rôle du verbe dans la phrase. Et là voilà notre clé, la valeur. C'est un peu comme la mission secrète d'un temps verbal. Au-delà de juste dire quand ça se passe, la valeur nous dit comment on perçoit l'action. Est-ce que c'est un fait certain, un simple souhait, une action qu'on veut rendre super vivante? Voilà ce qu'est la valeur. Bon, pour voir ça en action, commençons par le temps qu'on croit le mieux connaître, le présent de l'indicatif. On l'utilise tout le temps, mais en réalité, il est d'une polyvalence incroyable. C'est l'exemple parfait du concept de valeur. Et regardez-moi ça, ce simple présent peut servir à raconter une histoire, à énoncer une vérité scientifique, à décrire une habitude, à parler de ce qu'on vient de faire ou de ce qu'on va faire tout de suite. C'est une vraie boîte à outils à lui tout seul. Alors revenons à notre phrase de départ. On est en plein milieu du récit au passé et on a ce fameux « la porte s'ouvre ». Maintenant qu'on a le concept de valeur en tête, on peut enfin comprendre ce qui se passe. Il s'agit en fait d'un présent de narration. L'auteur, en faisant ça, nous sort de notre position de simple lecteur pour nous plonger au cœur de l'action. C'est un zoom, un effet de caméra. Tout d'un coup, l'événement devient plus intense, plus immédiat. On a l'impression que ça se passe juste sous nos yeux. Maintenant, prenons un autre exemple au présent mais qui n'a absolument rien à voir. Ici, le verbe « est » exprime une vérité générale. Ce n'est pas une action qui se déroule, c'est un fait intemporel, une définition qui est toujours vraie. On a donc le même temps, le présent, mais deux intentions, deux valeurs complètement opposées. D'accord, maintenant passons des temps aux modes. En français, il y a un grand duel qui se joue constamment entre l'indicatif et le subjonctif. Et ce n'est pas juste une histoire de terminaison compliquée, c'est une opposition fondamentale entre ce qui est certain et ce qui ne l'est pas. L'indicatif, c'est simple, c'est le mode du réel, du concret. Quand on utilise un verbe à l'indicatif, on présente l'action comme un fait, quelque chose de sûr et certain. C'est le monde de ce qui est. Le subjonctif, à l'inverse, c'est le mode de l'incertain, du possible, du subjectif. C'est le mode qu'on utilise pour exprimer un souhait, un doute, une obligation, une émotion, bref, tout ce qui n'est pas encore dans la réalité. C'est le monde de ce qui pourrait être. Et c'est là que ça devient fascinant. Le choix entre les deux peut changer radicalement le sens d'une phrase. Regardez, si on dit « je cherche quelqu'un qui me comprend », avec l'indicatif, ça sous-entend que cette personne existe bel et bien. Mais si on dit « je cherche une personne qui me comprenne » avec le subjonctif, l'existence même de cette personne devient incertaine. C'est un idéal, un souhait. Un seul mot change et toute la perspective bascule. Voilà un autre exemple parfait. Ici, on exprime clairement un espoir. La venue de Paul n'est absolument pas certaine, c'est juste quelque chose qu'on désire très fort. C'est une éventualité, donc le subjonctif est obligatoire. Continuons notre exploration avec un autre mode tout en finesse, le conditionnel. On l'associe souvent aux phrases avec si, mais en réalité, ses pouvoirs sont bien plus étendus que la simple hypothèse. Le conditionnel, c'est le couteau suisse de la conjugaison. Bien sûr, il y a l'hypothèse classique « si j'étais riche, je m'offrirais ». Mais il est aussi super utile pour la politesse « je voudrais » est beaucoup plus doux que « je veux ». C'est aussi le mode préféré des journalistes pour annoncer une info non confirmée. Et enfin, c'est le mode du regret, pour imaginer ce qui aurait pu se passer si seulement. Allez, on termine avec le mode le plus direct de tous, l'impératif. Celui qui ne prend pas de gants, le mode de l'ordre, du conseil et de l'interdiction. Sa valeur est limpide. Il sert à pousser quelqu'un à l'action. Viens, ne fais pas ça, regarde. C'est clair, net et précis. Mais, et c'est là que tout se rejoint, il y a un dernier rebondissement.
Donner un ordre, ce n'est pas forcément utiliser l'impératif. Un infinitif sur un panneau, un présent de l'indicatif dit avec un ton autoritaire ou même un simple nom. Tout ça peut avoir une valeur d'ordre, ce qui prouve bien une fois de plus que l'intention derrière les mots est plus forte que la règle stricte. Au final, on voit que la conjugaison, c'est bien plus qu'une simple mécanique. C'est un système incroyable de nuances qui permet d'exprimer une perspective, une émotion, un point de vue sur la réalité. Chaque fois qu'on choisit un temps ou un mode, on ne fait pas que placer une action dans le temps, on choisit l'angle sous lequel on veut la présenter. Le verbe n'est pas qu'un simple outil, c'est le miroir de la pensée.